Donc, on va enchaîner par un autre thème aussi intéressant que ceux qui ont précédé. C'est les conduites à tenir devant les douleurs abdominales chez nourrissons. Pour cela, on a le grand plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous professeur Timo Hamel, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Rabat, chef du centre de consultation et des explorations externes à l'hôpital d'enfants de Rabat, coordinatrice de la commission pédagogique à la faculté de médecine de Rabat et membre du CROM Rabat Région. Alors, je la remercie encore vivement parce qu'elle s'est portée volontaire pour nous traiter ce sujet. Merci, madame. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je voudrais d'abord remercier l'association du groupe scientifique pour la médecine de famille de m'avoir invitée. Je voudrais aussi les féliciter pour la qualité de l'organisation de ce congrès, mais aussi pour la convivialité de leur accueil. Et aussi pour le choix de la thématique, les douleurs abdominales du nourrisson. Donc, sans tarder, on va commencer. On va en fait discuter ensemble de cette thématique particulièrement importante et fréquente en soins primaires, et ceci autour de situations cliniques. Là, voilà, je suis en train de voir. Très bien. Donc, comme vous le savez, les douleurs abdominales du nourrisson constituent en fait une problématique qui est très fréquente c'est un motif de consultation très fréquent en soins primaires. Et le médecin de famille a un rôle privilégié pour aborder cette situation, vu la connaissance qu'il a déjà du contexte familial et social de l'enfant, où évolue l'enfant. Pourquoi c'est une problématique? Parce que, effectivement, l'expression clinique des douleurs abdominales chez nourrissons n'est pas spécifique. C'est généralement des pleurs incessants, qui ne sont pas spécifiques, qui peuvent avoir différentes raisons. Et cette expression de la douleur, quand elle est décrite par les parents comme étant excessive, ou parce qu'elle a un caractère différent des pleurs habituelles, c'est-à-dire que l'enfant est geignard, ou que le cri est aigu, ou parce que ça revient très fréquemment, jour et nuit, ou parfois, c'est une simple modification du comportement de l'enfant qui va attirer l'attention des parents qui vont venir consulter. C'est un enfant qui est trop sage, apathique. Ça peut être l'expression de douleur abdominale. Ou alors un enfant hyper agité qui se tortille tout le temps. Parfois, c'est des accès de malaise, d'hypotonie ou de tachycardie et de tachypnée qui vont révéler ces douleurs abdominales. La deuxième difficulté à laquelle se pose le clinicien, c'est les caractères de la douleur. Autant chez l'enfant, c'est facile de rechercher les caractères de la douleur. Chez le nourrisson, c'est encore plus difficile. S'agit-il d'une douleur aiguë, récurrente, fonctionnelle, organique? Bien sûr, avec la hantise de ne pas passer à côté de pathologies organiques urgentes et graves. En plus, ce qui va encore compliquer parfois l'abord du patient, c'est que beaucoup de pathologies médicales, digestives ou extradigestives, et parfois chirurgicales, vont se révéler à cette période de la vie sous des tableaux cliniques atypiques, ce qui va retarder un petit peu le diagnostic, la prise en charge thérapeutique et aggraver le pronostic. Et la hantise et le défi du médecin qui va recevoir ce nourrisson, c'est évidemment donc de faire le diagnostic des situations pathologiques et donc ne pas faire d'erreur. La règle, comme on le sait tous, c'est éliminer en premier les urgences, notamment qu'elles soient médicales, mais surtout, en premier, les urgences chirurgicales. Et c'est autour de situations cliniques vécues chez des nourrissons qu'on va un petit peu discuter ensemble de cette thématique qui est particulièrement importante. Alors Nora, c'est un nourrisson de 12 mois qui est amené en consultation parce qu'il présente depuis 12 heures de vie des crises de pleurs
décrit par les parents comme étant inhabituel et intermittent, avec, juste après la crise, des accès de pâleur, d'hypotonie et de refus de téter. Le tout évoluant dans un contexte apéritique, sans trouble du transit. La maman rapporte la notion d'une rhinopharyngite une semaine auparavant. Devant cette situation, un ensemble de diagnostics va venir à notre esprit. À votre avis, si on veut un peu les classer par ordre de fréquence ou de gravité, ce serait la méningite, évidemment. Il y a des signes neurologiques qui font l'évoquer. La vagination intestinale aiguë, très bien. Oui. Oui, l'infection urinaire aussi, à cet âge, peut s'exprimer par un tableau pareil. Et donc, effectivement, vous avez raison d'évoquer ces urgences médicales et chirurgicales. Et donc, toute une panoplie de diagnostics reste plausible devant ces situations cliniques. Les urgences chirurgicales, évidemment, l'invagination intestinale aiguë, l'appendicite aiguë, personne ne l'a évoqué. Peut-être aussi l'hernie inguinale étranglée, la méningite, la torsion d'annexe, le volvulus du grêle, la gastroentérite aiguë. Donc, diverses pathologies digestives, extradigestives peuvent donner ce tableau qu'on a chez ce nourrisson. Il y a une caractéristique sémiologique de la douleur qui va un peu rétrécir le champ des diagnostics. C'est ce caractère paroxystique de la douleur. Il doit faire évoquer en premier l'invagination intestinale aiguë, comme l'a dit Dr. Al-Rifai, et aussi d'autres éventualités diagnostiques qu'on va voir. Hernie étranglée. L'hernie inguinale est une pathologie qui reste quand même fréquente, surtout lorsqu'il y a un antécédent de prématurité. Et elle aussi, elle peut s'exprimer par des crises douloureuses paroxystiques parce que l'étranglement va et vient. Il y a d'autres pathologies où l'accident peut se résorber spontanément, se résolver spontanément et revenir et donner ce caractère paroxystique de la douleur, tel que la torsion d'annexe qui peut se détorser et encore roter et donner des douleurs, des accès paroxystiques. Et il y a aussi le volvulus du grêle qui peut là aussi s'exprimer par des accidents de torsion puis des torsions. D'ailleurs, l'invagination intestinale aiguë donne cette caractéristique paroxystique parce que souvent, c'est une invagination qui va se désinvaginer spontanément plusieurs fois. C'est pour cela que les parents vous disent des crises intermittentes avec des périodes entre les crises totalement normales parce que l'intestin s'est désinvaginé et donc après quelques poussées, l'invagination va se fixer et va devenir irréversible. À l'examen, donc on examine ce nourrisson, l'abdomen est souple, légère sensibilité à la palpation de l'hypocondroit et il n'y a pas de masse palpable. Évidemment, le réflexe est toujours rechercher les cicatrices abdominales. Est-ce que l'enfant a été déjà opéré pour penser aux éventualités d'occlusion sur bride? Les orifices herniaires libres est un examen systématique chez les nourrissons, qu'ils soient garçons ou filles, et évidemment, éliminer la méningite, la grande urgence qu'on a déjà évoquée. Donc, déjà à l'examen, il est apéritique, il n'y a pas de fièvre. L'examen neurologique est normal, l'examen oral est normal, l'état hémodynamique est stable. Sur le plan pulmonaire, tout est normal. Tout le reste de l'examen est sans particularité. Et donc, ici, on est plus conforté vers l'invagination intestinale aiguë, qui peut s'exprimer comme ça. Et à l'examen, l'enfant est peu symptomatique. Quel bilan prescrire en premier? Alors, l'échographie abdominale en premier. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé être l'examen le plus sensible et le plus spécifique. Et il a en même temps une valeur prédictive négative à 100%. C'est-à-dire, s'il est normal, le diagnostic d'invagination est éliminé. Et donc, grâce à cette exploration, on va pouvoir diagnostiquer établir le diagnostic de certitude sur l'image classique que vous connaissez en cocarde, en coupe transversale et en sandwich ou image pseudo-rang en coupe longitudinale. Est-ce que l'ASP a encore une place ici? À votre avis?
Est-ce qu'on va aller faire un ASP ou c'est pas la peine? Absolument. L'ASP n'a plus de place pour le diagnostic de l'invagination intestinale aiguë. Éventuellement, si l'enfant commence à vomir bilieux, il y a des signes d'occlusion, on pourrait le demander, mais il n'est pas contributif au diagnostic. Si on compare les résultats de l'ASP aux informations données par l'échographie abdominale, les dernières recommandations ont enlevé, on va dire, l'ASP comme exploration devant une suspicion d'invagination intestinale aiguë. La prise en charge, vous le savez, c'est une prise en charge urgente et simple lorsque le diagnostic est fait précocement. Donc, une désinvagination, soit pneumatique, soit par lavement aux hydrosolubles, en sachant que les dernières études qui ont été réalisées prennent la place, d'abord, l'importance de la désinvagination pneumatique, parce que c'est un examen qui est propre, plus rapide, moins irradiant. Donc, on fait le geste rapidement et donc on irradie moins l'enfant. Et il s'est avéré qu'il a un taux de réussite assez important comparé au lavement aux hydrosolubles, avec aussi la garantie d'avoir, en cas de perforation, une moindre gravité de la péritonite que lorsque vous injectez un produit hydrosoluble. Et ici, sur l'image, vous voyez bien l'aération colique qui s'est arrêtée au niveau... Je vais essayer de montrer. Non, ça ne montre pas. Là. Moi, je la vois, mais vous, non. Dans tous les cas, c'est évident au niveau du cadre colique. Dans le cadre colique droit, vous voyez une image tissulaire avec un pince de crabe qui est témoin de l'invagination. Et alors qu'après désinvagination, tout le côlon est aéré et même le grêle est aéré, ce qui signifie l'efficacité. Bien sûr, les formes diagnostiquées tardivement, malheureusement, ce sera la chirurgie. Alors, sur la lumière de cette observation, je voudrais insister sur le fait que la pratique a démontré que la triade classique qu'on nous apprend dans les cours, elle est très évocatrice, c'est vrai, mais parce qu'elle est très tardive, en fait. La rectorragie est un signe d'ischémie mésentérique. C'est déjà trop tard. Et il faut savoir évoquer ce diagnostic avant que la triade ne se complète. Et donc, souvent, ces deux formes que nous allons rencontrer, surtout chez nourrissons, des formes avec symptomatologie incomplète, où va manquer la rectorragie, ou même les vomissements vont manquer. Il n'y a que les crises douloureuses paroxystiques au début. Et en plus, les formes trompeuses sont fréquentes, notamment celles qui miment une gastro-entérite aiguë ou qui miment une pseudoméningite avec des signes essentiellement neurologiques. Et plusieurs études ont fait état d'un retard diagnostique de l'invagination intestinale aiguë qui atteint parfois les 2/3 des cas. La règle, le piège, enfin la règle, c'est qu'il est important d'évoquer ce diagnostic, quels que soient les signes cliniques présentés par un nourrisson qui pleure beaucoup, qui a des douleurs abdominales, et ne pas hésiter à demander l'échographie au moindre doute. Alors, deuxième situation clinique que j'ai vécue personnellement. Alors, c'est un petit garçon qui a 2 ans, qui a présenté 24 heures auparavant un épisode de diarrhée avec vomissement et crise de pleurs. Bon, la maman a géré la situation comme ça. Le lendemain, elle le dépose à la crèche. À 13 heures, la crèche l'appelle. Madame, votre enfant vomit et ne veut pas manger. Elle a fait un autre épisode de vomi et refuse de manger. Donc, venez récupérer votre enfant. Elle consulte alors par téléphone. Elle consulte par téléphone, me disant, voilà, donc elle me connaît, bon, c'est une amie, elle me dit, voilà, Youssef, il a de la diarrhée, donc c'est probablement une gastro-entérite. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que je lui donne? Par téléphone. Oui? Absolument, il faut l'examiner. Il ne faut surtout pas faire d'erreur de consultation par téléphonique à distance. Et souvent, les parents
surtout quand ils vous connaissent, ils insistent pour ça, ils veulent rapidement régler la situation, aller chez eux par téléphone. Donc, effectivement, j'ai refusé, j'ai dit non, vous passez, je l'examine. En fait, le tableau clinique fait évoquer la gastro-entérite aiguë, mais aussi les autres infections, la pyélonéphrite aiguë, la méningite peut-être, l'invagination intestinale aiguë. Nous avons vu un cas tout à l'heure avec une forme atypique. Bon, l'adénite mésentérique reste un diagnostic d'élimination. Torsion testiculaire, c'est un garçon, c'est possible. Examiner les douleurs. Quand il s'agit de douleurs abdominales, il est important d'examiner aussi, d'enlever la couche, d'enlever la culotte et d'examiner la région génitale. Ça peut être une torsion testiculaire avec qui, dans le diagnostic est clinique facile, la bourse est augmentée de volume, douloureuse, à confier au chirurgien immédiatement, au mieux dans les 6 heures qui suivent. Et puis l'appendicite. Alors, je l'examine. Il est fébrile à 38, géniard, un abdomen sensible, avec une défense pariétale, les orifices herniens libres, donc il n'y a pas de tuméfaction inguinale irréductible évoquant une hernie, et puis l'état hémodynamique est stable, le reste de l'examen sans particularité. Les organes génitaux externes également normaux. Quel bilan prescrire? NFS, VS, ECBU, échographie abdominale. Effectivement, c'est des douleurs abdominales aiguës dans un contexte fébrile. Les pathologies infectieuses sont très fréquentes chez le nourrisson. Alors, une panoplie d'examens paracliniques pourrait servir pour avancer dans le diagnostic. Il y a un élément clinique qui attire l'attention fortement. La défense pariétale. Appendicite, très bien. Donc, premier examen paraclinique, ça va être l'échographie abdominale. Pourquoi? Parce que effectivement, l'échographie abdominale est un examen très sensible pour diagnostiquer l'appendicite. Elle va montrer une augmentation du diamètre de l'appendice, des signes inflammatoires, voire même des complications, un épanchement péritonial. C'est ce qu'on a trouvé chez le petit Youssef. C'était une appendicite déjà en début de péritonite. Le bilan infectieux, est-ce qu'il a une place dans ces situations? Effectivement, la numération formule sanguine n'est pas spécifique. Donc, l'hyperleucocytose n'est pas spécifique. La CRP, son élévation est souvent retardée dans l'appendicite. Donc, elle ne va pas beaucoup nous aider. Ici, on a fait l'échographie abdominale et on a confié l'enfant au chirurgien immédiatement après. Donc, attention au piège diarrhée et vomissement. Les gastro-entérites fébriles ne sont pas toujours des gastro-entérites fébriles chez les nourrissons. Elles peuvent être causées par des affections chirurgicales, notamment l'appendicite. Et je ne vous cache pas que c'est ma première appendicite que j'ai vue chez les nourrissons. Et c'était l'enfant d'une amie. Et j'étais aussi, je ne vous cache pas que j'étais très contente et soulagée après, parce que je n'ai pas cédé à la demande de la maman qui était mon amie. Je ne vous cache pas que j'ai fait quelques consultations avec elle à distance par téléphone. Bon, très bien, tout c'était bien. Mais ici, le tableau clinique était quand même un peu alarmant. Il y avait le refus de manger, les vomissements qui se répétaient. J'ai tiqué et je l'ai appelé. Donc, peut-être la règle, c'est ne pas donner de consultation téléphonique pour les nourrissons. Alors, douleur abdominale et diarrhée, c'est fréquent. Ce qui est important, c'est de savoir différencier la diarrhée de la gastro-entérite, où l'examen abdominal ne montre pas de défense. Hein. Il peut montrer un ballonnement abdominal, un tympanisme, parce que c'est hyperaéré, mais il n'y a pas de défense abdominale, contrairement à la diarrhée réactionnelle à l'inflammation péritoniale et à l'irritation péritoniale, où là, vous allez sentir cette défense abdominale, parfois une douleur à la décompression. Les études font état de 40% des appendicites manqués chez le nourrisson
est diagnostiquée comme étant une gastro-entérite aiguë. C'est pour vous dire que c'est vraiment très difficile de poser le diagnostic d'appendicite chez le nourrisson et on n'y pense pas beaucoup. Il faut quand même y penser. Alors, l'appendicite aiguë du nourrisson, comme je l'ai dit, c'est peu fréquent et diagnostiqué difficilement. Son diagnostic est difficile, pourquoi? Parce que les symptômes sont souvent atypiques. On n'a pas les symptômes typiques du grand enfant. Souvent, elle va se présenter pour l'enfant, le nourrisson va se présenter dans un tableau de gastro-entérite aiguë fébrile ou juste une fièvre isolée. Et la deuxième complication, enfin difficulté, vient de la rapidité d'évolution de l'appendicite chez le nourrisson. Elle se complique très très vite de péritonite. Ce qui fait qu'il arrive déjà au stade de péritonite avec un tableau d'occlusion fébrile qui parfois ne fait pas évoquer aussi l'appendicite. Et en plus, l'examen clinique reste difficile chez le nourrisson. La défense de la fosse iliaque droite n'est pas toujours retrouvée. Vous savez que chez le nourrisson, l'appendice est plus haut situé, donc c'est souvent l'hypocondre droit. La contracture aussi peut manquer, donc c'est vraiment très difficile. Dans le doute, avis chirurgical et réexamen de l'enfant, ne pas le lâcher, le réexaminer dans les heures qui suivent, 6 à 12 heures plus tard, dire aux parents de revenir, et échographie abdominale. Alors, troisième situation clinique, Amine, 4 mois, née à terme, sans antécédents pathologiques particuliers, allaité au sein. Il a été amené par ses parents en consultation parce qu'il fait des crises de pleurs inconsolables, donc il ne s'arrête pas, il pleure tout le temps. Et il a vomi vert depuis à peu près 12 heures. Il refuse de téter et on a trouvé des stries de sang dans l'aisselle. Diagnostic, reflux, occlusion, très bien. Évidemment, donc vomissement vert, douleur abdominale, occlusion jusqu'à preuve du contraire. Mais occlusion sur quoi maintenant? Un certain nombre d'éventualités diagnostiques vont passer à notre esprit. Invagination intestinale aiguë peut s'exprimer d'une forme évoluée par un tableau complet d'occlusion. L'hernie inguinale étranglée, le volvulus sur mésentère commun chez le nourrisson peut se révéler chez le nourrisson par un tableau pareil. La maladie de Hirschsprung compliquée d'occlusion. Bon, le diverticule de Meckel, parfois, se révèle par un accident occlusif. Les duplications digestives et évidemment l'occlusion sur bride si l'enfant avait des antécédents de chirurgie auparavant. En fait, lorsqu'on l'examine, il n'y a pas de cicatrice de la paratomie ni d'intervention. Les orifices herniaires sont libres et il est génial, léthargique et l'abdomen plat, mais sensible à la palpation. Est-ce qu'on peut rétrécir le champ des diagnostics à ce stade? Oui. Il y a un élément clinique qui oriente sur les diagnostics les plus probables à ce stade. Oui. Oui, il faut toujours l'éliminer et examiner les orifices herniaires, mais ici, ils sont libres. Ils sont libres, il n'y a pas de tuméfaction. Oui, alors vomissement, les signes cliniques importants, vomissement bilieux égale occlusion, ventre plat. Le deuxième élément sémiologique important pour s'orienter, c'est le ventre plat. Quand on a une occlusion basse, le ventre est ballonné, hypertone. Quand elle est haute, on va voir, quand il est plat, ça veut dire que l'origine est haute. Donc, ça peut être une invagination intestinale aiguë ilio-iliale, d'accord? Pas colique, ilio-iliale, ou un volvulus sur mésentère commun. Très bien, madame. Donc, pensez aux causes malformatives devant un tableau occlusif chez le nourrisson. Les malformations ne se révèlent pas toujours à la période néonatale. Certaines ne se révèlent que plus tard, et notamment le volvulus sur mésentère commun, duplication, diverticule de Meckel. Donc, pensez aux causes malformatives devant des douleurs abdominales du nourrisson. Quelle imagerie? L'ASP, très bien, qui va montrer, bon, ça dépend de l'étiologie. Ici, c'est un volvulus sur mésentère commun, donc l'abdomen est peu aéré. Pourquoi? Parce que tout l'air qui est dans l'intestin volvulé s'est résorbé, ce qui fait que vous avez un abdomen peu aéré.
Dans d'autres étiologies, on va voir les signes d'occlusion, les niveaux hydroaériques et ainsi de suite. Et puis, l'échographie abdominale, évidemment. Donc, on pense au mésentère commun. L'échographie abdominale va montrer la malposition des vaisseaux mésentériques. Et vous voyez sur l'image l'aorte à gauche et la veine cave inférieure à droite. Les vaisseaux mésentériques, artères et veines mésentériques doivent garder la même disposition. Or, ici, du fait de la torsion du volvulus, ils ont changé de place. Vous avez l'artère mésentérique qui est à côté de la veine cave inférieure et la veine mésentérique à côté de l'aorte. Et c'est le signe qui signe que c'est un volvulus mésentérique. Diagnostic à éliminer devant tout vomissement bilieux à ventre plat. Les autres malformations digestives sont beaucoup plus rares. Le diverticule de Meckel, souvent, c'est des douleurs chroniques, des douleurs abdominales récurrentes. Mais parfois, il peut s'exprimer comme ça, sous forme d'un tableau occlusif, parce qu'il va provoquer l'invagination intestinale secondaire. Hein. Celle-là n'est pas primitive, c'est l'invagination intestinale aiguë secondaire au diverticule. Parfois, c'est un tableau d'hémorragie abdominale digestive basse qui va attirer l'attention. Bon, son diagnostic est difficile. Dans les suspicions des diverticules de Meckel, c'est des enfants qui vont être référés vers le spécialiste. La duplication digestive existe aussi, peut se révéler chez les nourrissons par un tableau occlusif, mais c'est rare. Cas clinique 4, nourrisson de 15 mois amené pour douleur abdominale et cris incessants, ballonnement abdominal, anorexie et fièvre. Donc vous voyez des signes non spécifiques. Hypothèse diagnostique. Oui, une gastroentérite, bien sûr. Il y a un ballonnement abdominal, il y a une anorexie, de la fièvre, ça peut commencer comme ça. Et après viendra la diarrhée. Oui. C'est un contexte de douleur abdominale fébrile. Les causes infectieuses, virales et bactériennes. Donc, pyélonéphrite, pneumopathie, infection, voilà, pyélonéphrite aiguë, appendicite peut-être, hein, invagination intestinale. Alors, l'examen, est-ce qu'il va nous aider? Oui, parce qu'il montre 39 de fièvre, une fréquence respiratoire à 45 minutes, une fréquence cardiaque à 120 minutes, un abdomen ballonné mais souple et dépressible, il n'y a pas de masse, il n'y a pas de douleur localisée. Le reste de l'examen est sans particularité. La bandelette urinaire négative, il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de nitrite, donc ce n'est pas vraiment vers l'infection urinaire. Alors maintenant, à ce stade, quel bilan prescrire? Oui? Numération formule et ECBU, échographie, quoi encore? Alors, il y a un élément clinique qui attire l'attention ici. Oui, il y a l'abdomen ballonné, mais examen physique normal, c'est-à-dire il est souple, il n'est pas. La polypnée. La polypnée. Radiothorax. 45 cycles plus fièvre, c'est une polypnée. Est-ce que ce n'est pas une infection pulmonaire? Bien que l'auscultation pulmonaire chez cet enfant n'a rien révélé. Donc, radio. Polypnée fébrile, premier examen à faire, la radio. Effectivement, c'est une pneumopathie basale droite. Et les aires de projection somesthésique des bases pulmonaires se situent au niveau abdominal. Donc, il s'agit de douleurs projetées, douleurs basithoraciques, mais projetées au niveau abdominal. Un deuxième type de douleur projetée auquel il faut faire attention, c'est les douleurs inguinoscrotales. Je l'ai déjà dit. Quand il y a une torsion testiculaire, la douleur, elle est d'origine inguinoscrotale, mais elle se projette en iliaque, en fosse iliaque, en douleur abdominale. Donc, attention aux douleurs projetées. Toute polypnée fébrile égale radio, absolument. Donc, les douleurs abdominales dans un contexte fébrile sont fréquentes. Elles peuvent relever de simples infections virales banales, gastroentérite, varices respiratoires, mais elles peuvent être aussi révéler des infections bactériennes. Donc, examen systématique ORL, pulmonaire, urinaire. Pourquoi? Parce que souvent, l'infection urinaire ne se révèle que par de la fièvre chez le nourrisson. Et puis, la polypnée, on a vu. Et l'adénolymphyte mésentérique est un diagnostic d'élimination. Elle est rare chez le nourrisson, elle est beaucoup plus fréquente chez l'enfant. C'est des douleurs abdominales aiguës, intermittentes, qui surviennent souvent
dans un contexte d'infection virale, respiratoire, ORL, et qui pose parfois le problème du diagnostic différentiel avec l'appendicite. Elle donne des tableaux pseudo-appendiculaires, et donc c'est important d'examiner et de réexaminer le nourrisson, voire même de faire l'échographie qui va montrer que l'appendice est normal et qu'il y a des adénopathies mésentériques augmentées de volume et qui sont à l'origine de la douleur. Cas clinique 5, donc Hajar, elle a 14 mois. Elle a présenté une semaine auparavant une diarrhée liquidienne avec de la fièvre, vomissement et des douleurs abdominales traitées par Bactrim ultralevure. Donc diarrhée, vomissement, fièvre. Le médecin a pensé que c'était une gastro-entérite aiguë et donc il l'a traitée. Elle ne s'améliore pas, elle fait apparaître une polypnée. La maman l'amène aux urgences à l'hôpital d'enfants de Rabat. Quel diagnostic envisagé? Oui. Oui, l'infection pulmonaire, oui, absolument. Il y a la polypnée, donc ça peut être une pneumopathie. Très bien. La décompensation acidocétosique du diabète, excellent. Ça peut être aussi une pyélonéphrite aiguë, ça peut être une gastro-entérite compliquée de déshydratation, hein, qui va donner la polypnée secondaire à l'acidose post-déshydratation. Donc, beaucoup de diagnostics peuvent être évoqués, donc pneumopathie, déshydratation, comme je l'ai dit. Alors, l'abstix. L'examen clé, c'est aussi le l'abstix qui va montrer l'absence de nitrite et de nitrate et la présence de glucosurie et d'acétonurie et qui va effectivement montrer qu'il s'agissait plutôt de décompensation acidocétosique sur diabète du nourrisson. C'est rare, mais ça existe. Y pensez. Le contexte, la mère a dit qu'il avait de la fièvre, mais il a été traité par Bactrim. Donc, à l'examen, il était apéritique, mais il avait beaucoup de glucose dans les urines et d'acétone et la glycémie était... Le dextro était high. Donc, déjà, il y avait des signes d'obnubilation et de polypnée. Alors, je crois que c'est le dernier cas, oui, cas clinique 6. Alors, c'est un nourrisson de 3 mois qui arrive en consultation amené par ses parents parce qu'il pleure depuis 3 semaines, sans fièvre, contexte apéritique, sans trouble du transit, mais après chaque biberon, il se tortille, il pleure, il plie ses genoux sur l'abdomen, parfois son abdomen est un peu ballonné, la maman nous dit, et quand il émet ses selles, parfois, il se calme, pas ses selles, en fait les gaz, il se calme, et quand elle le berce, il se calme. Quelle hypothèse diagnostique évoquée? Oui? Le mégacolon? Oui? L'immaturité intestinale, oui, les troubles fonctionnels intestinaux, ou coliques du nourrisson, oui, le Hirschsprung, la constipation. Alors, il faut rechercher la notion de constipation. Donc, on a poussé l'interrogatoire avec la maman, il n'y a pas, donc il n'y a pas de constipation. Parfois, un reflux compliqué d'œsophagite peut aussi donner des pleurs qui sont rythmés un peu par les biberons et les repas, et bon, l'intolérance au lactose dans certaines situations. On a poussé l'interrogatoire avec la maman, il n'est pas constipé et il n'y a pas de terrain atopique. L'essentiel ici, on est un peu sorti du contexte des douleurs abdominales aiguës, c'est plutôt des douleurs abdominales récurrentes qui vont et viennent. Là, c'est important d'examiner l'enfant et de voir est-ce qu'il y a des signes associés à l'examen physique qui vont orienter vers telle ou telle étiologie. Bon, l'enfant, il a une bonne croissance, son examen est normal, il n'y a pas d'atopie familiale. Maintenant, est-ce que vous allez prescrire des examens complémentaires, comme ceux que j'ai listés sur la diapo? pH-métrie, quand on évoque le reflux, on va dire, on est plus enclin à demander cet examen pour affirmer. Quoi encore? Est-ce qu'il y a une autre proposition? C'est l'équivalent des prick tests, c'est des tests allergologiques qu'on utilise pour le diagnostic des allergies aux protéines de lait de vache non IgE médiées, qui ont des manifestations tardives. Donc, c'est des patchs où il y a des gouttes de lait et qu'on met sur l'enfant pour vérifier est-ce qu'il a ou pas une allergie.
En fait, les parents vous poussent à explorer parce qu'ils sont dépassés par les pleurs de l'enfant. Mais si on revient à l'histoire, c'est des douleurs récurrentes qui ne s'accompagnent d'aucun signe fonctionnel pathologique. Et l'examen de l'enfant est strictement normal et la croissance est normale. Il ne faut pas céder à la pression des parents pour aller vers les explorations. Le reflux, quand il s'exprime par des régurgitations et sans complications, sans autre signe, on ne va pas l'explorer. Par contre, si cet enfant présentait une pâleur ou un défaut de croissance, même s'il ne régurgite pas, on ira faire, s'il a de la pâleur, on ira faire une endoscopie. Si c'est des manifestations respiratoires, on va aller faire une pH-métrie. Mais un enfant dont l'examen est normal, la croissance est normale, sans aucun signe fonctionnel associé pathologique, ne cédez pas à la pression des parents. Aucun examen, c'est probablement des troubles fonctionnels intestinaux, classiquement appelés coliques du nourrisson. Faire accepter aux parents l'inutilité, c'est ça la difficulté, c'est faire accepter aux parents l'inutilité des examens paracliniques. Alors, la colique du nourrisson, vous les connaissez, hein, ça fait longtemps qu'ils ont été décrits, on a essayé plusieurs théories pour les expliquer, plusieurs thérapeutiques pour les traiter. Les dernières recommandations réalisées, qu'on appelle les critères de Rome, ils sont chaque fois, périodiquement, ils sont réévalués. Maintenant, on est arrivé aux critères de Rome 4 qui se sont passés en 2016 et qui classent les coliques du nourrisson dans les functional gastrointestinal disorders, c'est-à-dire les troubles fonctionnels intestinaux ou ce qu'on appelle les dysrégulations de l'axe intestin-cerveau. D'accord? Alors, actuellement, ils sont considérés comme étant un syndrome comportemental qui survient chez des nourrissons de moins de 5 mois, qui se manifeste par des périodes de cris, de pleurs inconsolables chez un nourrisson dont l'examen clinique est normal, sans autre signe pathologique associé. Et c'est des crises qui surviennent de façon spontanée et les parents sont désarmés devant ces crises douloureuses. Elles ne cèdent pas et ils n'arrivent pas à les prévenir ni à les calmer. Et l'enfant n'a pas de pathologie associée, n'a pas de retard de croissance, n'a pas de retard psychomoteur et souvent il est eutrophe, voire même pléthorique. Pourquoi pléthorique? Parce qu'il pleure, elle lui donne le sein, il pleure, elle lui donne le biberon et donc ça va être un bébé un peu, parfois même en surpoids. Quelle est son origine? Multifactorielle et complexe. Actuellement, les recommandations de Rome 4 considèrent que c'est beaucoup plus des facteurs psychologiques et comportementaux qui influencent l'interaction parent-enfant, en particulier l'interaction maman-enfant, le type de maternage que présente la maman. Les mamans qui ne répondent pas aux pleurs de leur enfant rapidement et qui ne le satisfont pas favorisent l'installation de ce syndrome de colique. Ça a été prouvé par des études qui ont comparé deux types de maternage. Ce qu'on appelle le maternage proximal, comme on fait nous, hein, le bébé il dort avec sa maman dans sa chambre et tout ça, ou le maternage distal dans certaines sociétés européennes où le bébé très jeune est placé tout seul dans sa chambre et la maman ne répond pas rapidement à ses sollicitations, elle le laisse pleurer pour... je ne sais pas comment dire en arabe, mais l'essentiel, c'est pour développer un peu son indépendance, sa force. Bon. Et ils ont constaté que lorsque le maternage est distant, la fréquence des coliques est beaucoup plus importante. Et donc, actuellement, on incrimine beaucoup plus l'interaction parent-enfant. D'ailleurs, les études ont montré que c'est les parents qui sont d'un niveau intellectuel élevé, qui n'ont pas beaucoup d'enfants, 1 ou 2 enfants, et qui sont un peu bousculés par cette hyperactivité. Bon, les autres explications, troubles de la motricité intestinale, dysbiose, sont encore retenus, mais ils ont un rôle un peu favorisant. Je termine sur la prise en charge de ces pleurs. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire, je l'ai dit. Juste rassurer les parents sur la bénignité et le caractère transitoire, ça va disparaître vers 5 mois, et les accompagner.
il n'y a aucune technique thérapeutique ou de prise en charge qui a été prouvée scientifiquement. Quelques moyens ont été utilisés avec plus ou moins de bons résultats selon les parents. Eh bien, si on les conseille, celui qui donne satisfaction va être utilisé par ses parents. Juste ne pas, la phytothérapie, supprimer le tabagisme passif, c'est important. Actuellement, les essais ont montré que la phytothérapie améliorer et diminuer un petit peu les douleurs, et le probiotique, surtout le Lactobacillus reuteri, actuellement, il est utilisé pour traiter et surtout les modifications diététiques, ne pas modifier de façon intempestive les laits. S'il y a des signes associés d'allergie, hydrolyse apocée, de reflux, formule épaissie, mais si de constipation, formule à haute teneur de lactose, mais pas changement intempestif. D'ailleurs, les parents le demandent. Non, ne pas céder à cette pression. Et je termine sur un arbre décisionnel que je vous laisse regarder. Voilà. Qui récapitule un petit peu la démarche selon de la prise en charge de l'enfant qui a des douleurs abdominales selon l'examen de l'abdomen. Merci beaucoup, professeur Timur. C'était vraiment très intéressant, interactif, rien à dire. On vous remercie vraiment énormément.